Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazars qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Maude Gaudry, responsable monde du développement durable chez Mazars. Bonjour Maude. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Parmi les nombreux textes réglementaires publiés depuis l'accord de Paris de 2015, la Commission européenne a adopté la directive Corporate Sustainability Reporting, ou CSRD. Maude, selon vous, qu'est-ce que finalement les dirigeants ont besoin de savoir à propos de cette directive ? D'abord, je pense qu'il faut dire que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un texte qui était très attendu et qui va venir mettre de l'ordre et clarifier un environnement qui était très complexe, difficile à naviguer, et qui va permettre de clarifier les attentes des parties prenantes en termes d'informations publiées, et qui va aussi donner des outils pour fournir cette information, et qui va surtout faire en sorte que la donnée qui sera publiée sera une donnée pertinente et fiable. Et ça, c'était une importante critique faite au dispositif actuel, et donc la nouvelle directive va résoudre ce besoin. Et le sujet d'avoir une information qui soit à la fois pertinente, fiable et robuste est vraiment central dans tout l'exercice d'évaluation de la performance de développement durable des acteurs économiques. On peut pas se faire une opinion sur la pertinence d'un projet de développement durable, sur son degré de performance, sur la direction qu'il prend et la vitesse à laquelle il va, si on n'a pas une information fiable. Si je fais une comparaison avec l'information financière, qui est une information très normée, très mature, on parle un langage universel de l'information financière partout dans le monde, ça n'existe pas sur l'information non financière et ça manque énormément. Et c'est l'enjeu de cette directive que de relever le niveau de l'information extra-financière et de la porter à un niveau au moins équivalent à celle que l'on connaît sur la partie financière. Alors, c'est un énorme gap en avant, ça va demander pas mal d'efforts, mais la directive, pour le coup, va fournir un certain nombre de précisions et d'outils qui vont permettre de franchir cette étape. C'est fondamental qu'on ait ce langage commun et universel, et c'est vers ça qu'on va. Très bien, il semble donc que cette directive va déclencher de profonds changements dans la façon dont les entreprises prennent en compte leurs performances en matière de durabilité. Mais peut-on dire qu'il s'agit d'une véritable révolution dans le champ du reporting ? Alors non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une révolution parce que ça construit sur des fondamentaux qui sont déjà établis. La CSRD vient en fait mettre à jour une directive européenne qui existe déjà, la NFRD, for Non-Financial Reporting Directive. C'est juste qu'elle va aller plus loin. Donc c'est pas une révolution, en revanche ce sont des évolutions fondamentales et structurantes, c'est-à-dire que la CSRD va être beaucoup plus cadrante et normative, elle va laisser beaucoup moins de champ d'interprétation à la fois aux États membres dans la transposition du texte, mais aussi aux préparateurs dans la fourniture de l'information qui sera publiée, et elle va en gros balayer les différentes étapes à franchir pour atteindre cet objectif d'une information non financière de grande qualité. Si je vous donne une idée de ce que sont ces changements structurels, le premier, c'est qu'elle va imposer l'utilisation de normes de reporting extra-financier, c'est-à-dire ce langage commun. Au même titre qu'on a les IFRS pour la partie financière, on aura demain, je sais pas quel sera le petit nom, mais des normes de reporting qui s'imposeront à tout le monde. Donc c'est cette façon-là d'imposer un langage commun. Et ça, c'est une vraie évolution structurante parce que les préparateurs ne seront plus livrés à eux-mêmes quant au choix du contenu de l'information qu'on leur demande de reporter. Aujourd'hui, on leur dit sur quel sujet ils doivent donner de l'information, mais on leur dit pas comment donner l'information. Donc ça, c'est la première évolution structurelle. La seconde, c'est que tous les rapports de développement durable devront être systématiquement audités. Alors soit par les commissaires aux comptes, soit par des réviseurs indépendants. Le choix de l'un ou de l'autre ou des deux sera laissé aux États membres. C'est une des rares marges de manœuvre qui est laissée aux États membres. Alors en France, ça change pas grand-chose parce que cette obligation d'audit existe déjà. En revanche, pour 24 des 27 pays européens, ça va être nouveau.
Et c'est fondamental parce qu'une information qui n'est pas auditée et dont on ne certifie pas qu'elle est conforme aux normes de reporting, on est en droit de douter de son niveau de fiabilité. Donc ça, c'est la partie du dispositif qui va verrouiller la fiabilité de l'information. L'autre évolution importante, c'est la nouvelle directive élargit le champ d'application de la précédente. Aujourd'hui, la NFRD s'applique aux grandes entreprises et aux entités cotées et aux entités d'intérêt public. Ça représente environ 12 000 entreprises en Europe aujourd'hui. Demain, les grandes entreprises seront définies avec des seuils un peu abaissés. On va passer d'un seuil de 500 employés à 250 employés en moyenne sur l'année, et des seuils de chiffre d'affaires et de total bilan qui vont eux aussi baisser. Et ça va inclure toutes les entités qui ont des titres cotés sur des marchés réglementés européens. On va passer de, en gros, 12 000 entreprises aujourd'hui à environ 50 000 demain. Donc c'est un élargissement significatif. Les PME qui ne seraient pas cotées sur un marché européen donc ne sont pas soumises à obligation de reporting CSRD. En revanche, vont être encouragées à publier de l'information non financière de manière volontaire en utilisant des normes de reporting qui seront spécifiquement définies pour elles. Donc l'ambition de la CSRD, c'est vraiment non seulement de définir ce langage commun, mais qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment une évolution structurelle. Un autre élément introduit, enfin il n'est pas introduit en fait, il est confirmé, mais c'est vraiment un élément de confirmation très important de la directive, c'est l'approche en double matérialité. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une façon de prendre en compte tous les impacts possibles d'une activité, à la fois sur la performance financière d'une entreprise, mais aussi sur l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement, la société ou la gouvernance, donc son écosystème. C'est propre à l'Union européenne. D'autres initiatives internationales ont une approche purement investisseur, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser au reporting non financier que dans la mesure où il permet d'évaluer quel va être l'impact d'éléments environnementaux ou sociaux sur la capacité de l'entreprise à générer de la valeur financière. Et l'approche européenne est beaucoup plus inclusive puisqu'elle s'intéresse aussi à mais quelle est mon empreinte à moi, entreprise, sur mon environnement vert ou bleu, mais aussi sur mes contreparties, etc. Le dernier élément important aussi introduit par la directive, c'est le fait que la NFRD actuelle laissait beaucoup de marge de manœuvre aux États membres dans la mise en œuvre et la traduction de ce texte dans leur législation nationale. Ce qui a conduit à énormément d'hétérogénéité de mise en œuvre au sein de l'Europe, ce qui va à l'encontre de cet objectif d'avoir une information uniforme, qui soit comparable et qui du coup puisse être utilisée par tous les acteurs. Donc le fait de faire en sorte que la directive va s'appliquer de la même façon dans tous les pays européens contribue à cet objectif de cohérence et d'harmonisation. Donc dans l'ensemble, c'est pas une révolution au sens propre du terme. En revanche, c'est vrai que ça va très significativement élever le niveau de jeu et la qualité de l'information et donc la qualité de l'utilisation qui en sera faite. Alors nous comprenons mieux à présent l'ambition et les effets de la CSRD, mais qu'en est-il de son application opérationnelle et que devront concrètement faire les entreprises et dans quel délai ? Alors, très bonne question, mais d'abord, n'oublions pas que le texte qui a été publié en avril, c'est une proposition de la Commission au Conseil et au Parlement européen, qui sont en train de débattre de ce texte et qui, avant qu'il puisse s'appliquer de manière définitive, doit être adopté formellement par le Conseil et le Parlement. L'objectif, c'est que ce texte soit appliqué en 2024 sur des rapports publiés au titre de l'exercice 2023. Et donc ce timing de mise en œuvre dépendra de la rapidité avec laquelle le Conseil et le Parlement adopteront le texte, mais pour le moment, c'est l'objectif de timing de mise en œuvre. Le deuxième élément, c'est que la pierre angulaire de la mise en œuvre de la directive CSRD, c'est l'adoption par la Commission européenne de ces normes de reporting en elles-mêmes. Ça prend un peu de temps à élaborer. La Commission s'est donné pour objectif d'adopter un premier jeu de normes à l'automne 2022. Donc c'est un élément important parce que ça conditionne une bonne partie de la mise en œuvre. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, et au-delà des évolutions un peu structurelles dont j'ai déjà parlé, concrètement, ce à quoi on peut s'attendre dans le contenu de ces normes de reporting, pour le coup, il y a encore moins une révolution que ce dont j'ai déjà parlé, et si on doit en retenir les éléments principaux, c'est que
On va toujours avoir une approche sur les 3 domaines E, S et G, c'est-à-dire l'environnement, le social et la gouvernance. Mais la façon dont les sujets et les thèmes sont organisés vont être alignés avec un certain nombre de textes européens pour des objectifs de cohérence et d'alignement au sein du dispositif législatif européen. Évidemment, quitte à demander de l'information, autant que ce soit systématiquement la même sur les mêmes sujets, quel que soit le texte, source de l'obligation. Et notamment, ça va être aligné avec la taxonomie. Donc, sur les volets environnementaux, l'information qui devra être fournie sera complètement alignée avec les exigences de reporting de la taxonomie sur les 6 objectifs environnementaux. Donc ça, c'est un point important et c'est un point rassurant parce qu'on converge dans le même sens. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'au-delà de ces 3 domaines qui sont assez classiques et connus par tout le monde, une légère évolution, c'est l'accent qui va être mis de manière plus forte sur les aspects identification et analyse des risques et des impacts. Et ça va de pair avec cette approche en double matérialité. Et il va y avoir des liens à faire de manière plus transparente entre ces analyses de risques et d'impacts et la stratégie de développement durable de l'entreprise, c'est-à-dire comment j'ai intégré ces risques et ces impacts et les opportunités business qui vont avec dans ma stratégie de développement durable et dans ma stratégie métier tout court. Et quels moyens je me donne pour mettre en œuvre cette stratégie et obtenir les objectifs que je me serais fixés. Le dernier élément intéressant introduit par la directive, c'est qu'elle fait une distinction entre l'information qui sera obligatoire pour toutes les entités, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles opèrent. C'est ce que la directive appelle secteur agnostique, donc c'est qu'une information générique. Et cette information générique sera complétée par une information qui sera spécifique au secteur d'activité dans lequel ou lesquels intervient l'entreprise. Donc ça va être une information en mode un peu poupée russe. En tout cas, c'est des différentes couches qui viendront se compléter et qui apportera une forme de flexibilité dans la façon dont l'exercice est mis en œuvre et l'information est fournie. Merci Maude pour ces explications. Alors certains pourraient craindre que cela représente un fardeau pour les entreprises. Pouvez-vous nous dire comment la CSRD a été accueillie lors de son adoption ? Elle a été extrêmement bien accueillie parce qu'elle vient répondre à un véritable besoin qui se faisait vraiment pressant. Comme je l'ai déjà dit, ce langage universel et ce degré de confiance sur la qualité de l'information est central pour toutes les parties prenantes de cette information, que ce soit les préparateurs ou les utilisateurs. Par ailleurs, comme je disais, c'est pas une révolution non plus, c'est plutôt une confirmation des basiques et c'est des outils pour avancer de manière efficace. Et donc, l'intégralité des parties prenantes a plutôt eu un accueil extrêmement favorable. En particulier, l'introduction de ces normes de reporting qui vont cadrer le contenu de l'information et la partie audit obligatoire, parce que ça ôtera le doute aux utilisateurs sur le caractère fiable ou pas de l'information. Et de ce point de vue-là, la contribution des auditeurs dans la vérification de cette information sera un élément clé de succès de la mise en œuvre de cette directive. Maintenant, au-delà de l'accueil très favorable, il n'en reste pas moins que un certain nombre de questions se posent et la mise en œuvre présentera probablement un certain nombre de défis pour les préparateurs. En particulier, tout le monde attend avec impatience de savoir ce que les premières normes vont demander en termes de couverture de l'information, quelles seront l'étendue des sujets couverts, la profondeur de couverture, à quel point il va falloir aller vite, parce que la commission parle de plusieurs jeux de standards, mais il y en aura combien, jusqu'à quand ? Combien ça va coûter de mettre en œuvre tout ça ? Et pour les groupes européens qui sont aussi des groupes internationaux, il y a l'enjeu de l'alignement de ces règles européennes avec les exigences internationales et notamment certaines exigences américaines. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la directive apporte un certain nombre de questions à ces interrogations et donc on a quand même, je pense, le droit d'être optimiste sur le produit fini et notamment ce que les normes imposeront. Alors pour conclure, Maude, j'avais une dernière question. Quelles sont pour vous les premières actions à mener pour les entreprises afin de se préparer au mieux à l'entrée en vigueur de la CSRD ? Alors, en fait, ça dépend de quelles entreprises on parle. Il y a 2 catégories d'entreprises. Il y a celles qui sont déjà soumises à la directive actuelle et pour elles, c'est vraiment pas une révolution. Et donc, tant que les normes de contenu ne sont pas publiées, c'est-à-dire à l'automne 2022, il n'y a pas lieu de se précipiter à préparer quoi que ce soit.
En revanche, effectivement, pour toutes les nouvelles entreprises pour qui cette obligation de reporting est une nouvelle obligation, il va falloir anticiper un certain nombre de choses bien avant la sortie des normes d'ici l'automne 2022. Et notamment, il faut anticiper tout ce qui est l'analyse en amont de l'identification de mes risques, de mes impacts, procéder à des analyses de matérialité, engager des dialogues avec toutes les parties prenantes, en définir une stratégie de développement durable si j'en ai pas déjà une. Si j'en ai une, c'est peut-être le moment de la revisiter un petit peu. C'est me fixer de nouveaux objectifs ou réviser les objectifs que je me suis déjà donnés. Tout ça prend du temps. C'est pas de la manipulation d'informations, c'est vraiment de l'analyse en profondeur. Les entités qui vont entrer dans ce champ d'application ont pas forcément cette expertise déjà aujourd'hui, et donc il va falloir aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc il faut identifier les gens avec qui on veut travailler. C'est quelque chose qui doit se faire, pour le coup, il faut que ça se fasse dès maintenant, après les vacances d'été peut-être, mais ça prend du temps et il faut avoir passé ces étapes avant de s'attacher à la mise en œuvre des normes de contenu qu'on aura dans un an. Merci beaucoup Maude. Merci à vous. Nous avons désormais une meilleure compréhension de cette nouvelle directive et ce que cela implique pour les entreprises et comment elles peuvent anticiper les évolutions à venir. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou rendez-vous sur mazars.com.